Ok, bonsoir messieurs. On a la paracha Shemot, on commence le paracha Shemot, une paracha extraordinaire qui contient donc, comme on a expliqué dans le titre, la matrice. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va, c'est la construction du peuple juif, il s'est fait dans cette paracha. Vous remarquerez que cette paracha, elle commence par la descente des Bnei Israël, les fils d'Israël. C'est pas encore voilà, on n'est pas encore un peuple. Les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, qui s'appelle aussi Israël. Dans cette paracha, on va grandir énormément, grandir énormément. Euh, les femmes, elles vont avoir des sextuplés, comme ça, chacun sait. Et ensuite, ils vont être éprouvés, martyrisés, euh, quasiment un génocide. Euh, et donc, ce qu'on a vécu le 7 octobre, d'accord? C'était un pogrom parmi tant d'autres. Je ne sais pas pourquoi je diminue pas, évidemment, bien évidemment, c'est pas le but. Mais je veux dire, en Égypte, ça a commencé comme ça. Imaginez que, je ne reviens pas sur ce qu'ont fait les Marchemam, ces gens-là. Euh, Ils ont fait sur des enfants, sur des bébés. Mais Pharaon, à la fin de son règne, il était l'épreuve. Et Pharaon, il, euh, Pharaon, il prenait donc dans son bain de sang d'enfants juifs. Il faisait égorger 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Il le mettait dans une baignoire, il prenait le bain là-dedans, ça le calmait, entre guillemets, sa lèpre. Mais je ne sais pas si vous voyez, entre autres, que Moshe Rabbeinu, quand à la fin de la paracha, il va voir, donc il a 80 ans à ce moment-là, alors que la paracha, elle commence, il n'est pas encore né, il est loin d'être né. On voit sa naissance dans la paracha. Donc on va vraiment du début de l'asservissement, même avant l'asservissement, jusqu'à le début de la fin. Moshe revient maintenant, il a 80 ans, il va délivrer le peuple. Et quand il arrive dans l'Égypte, ce qui lui fait le plus de mal, entre guillemets, c'est l'odeur. Parce que les cadavres des enfants, ils étaient dans les murs. Ils avaient décidé de ne pas donner de paille, et donc il fallait le quota. Et donc les Égyptiens, ils prenaient les nouveau-nés, ou ils les noyaient, ou ils les mettaient carrément dans les murs, vivants. Et donc après, la chair, chacun sait que... Donc, le peuple juif, il a été formé comme ça. Mais on va essayer de comprendre quelle est exactement la chronologie, l'arborescence, le programme. Alors, première question qu'on va poser, vous savez que c'est chez vous, quand on pose des questions, on y répond après. C'est une période qu'on commence aujourd'hui, plutôt depuis dimanche dernier, une période qui s'appelle Shovavim. Shovavim, c'est les initiales de Shemot, Vaïra, Beshalach, pardon, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Shovavim. Cette année, il faut rajouter Tat, Trouma et Tetzavé, puisque c'est une année embolisme, c'est une année où il y a 2 mois de Hadar. Donc, c'est une année où on a un petit coup à faire, une réparation à faire, chacun personnellement, dans le principe de la Kedusha, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la semence en vin, Zera Levatala, ce qu'on a pu faire en, en erreur,
avec les relations, avec une relation. Pourquoi ça a lieu maintenant? Pourquoi on le fait maintenant, Chevavim? On aurait pensé peut-être le faire plus à Yom Kippour, les 10 jours de pénitence, en Elul. Pourquoi il y a un moment particulier? Bien sûr, c'est un moment particulier où il faut faire cheval dans tous les cas, quel que soit le moment, quel que soit. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi ils ont fixé, les Chachamim, ils ont fixé ce moment-là? Très bien. Le, mon cher Rabbeinu, chacun connaît l'histoire, il va s'enfuir, il va aller chez Yitro, il va se marier avec une de ses filles, et à un moment, Akadosh Baruch Hu va lui apparaître. Le buisson ardent, le fameux buisson ardent. Alors, mon cher Rabbeinu, il va dire à, mon cher Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas sortir les peuples juifs. Je suis trop petit, je ne veux pas, par modestie. Ensuite, il y a eu autre chose. Ensuite, mon cher Rabbeinu m'a dit à Kadosh Baruch Hu, bon, tu m'as convaincu quand même, et puis j'aime tellement ce peuple. Il faut savoir que mon cher Rabbeinu, il était né comme un prince. C'est un homme incroyable. C'est pas un homme qui était né qui a été né à la yeshiva et qui a étudié à la yeshiva, entouré. Il est né dans le palais de Pharaon. Donc il a su se protéger, il a su avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, il a su mettre tout dans le niveau de la Kedusha. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Il était comme un prince. Imagine le fils du président des États-Unis. Et encore, avec les États-Unis, tu enlèves la Russie et le reste, et la Chine, et tout le pouvoir est dans leurs mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se sent juif. Et quand il va voir ce qui se passe dehors, il voit un Égyptien qui ne serait pas juif. Il ne peut pas supporter ça, il le tue. Il le tue en disant un nom d'Hachem. Marqué, il a regardé Kovacho, c'est dans la paracha, il a regardé là et là. Pourquoi? Il a regardé de tous les côtés. Dans son ascendance, il y avait une, un mérite qui fait que cet Égyptien ne méritait pas la mort. Et dans sa descendance aussi, s'il y avait eu un tzaddik qui serait descendu de cet Égyptien parce qu'il se serait converti, par exemple, alors il n'aurait pas tué. Il a vu que ce n'était pas le cas, alors il a tué. Et au péril de sa vie. La preuve, c'est qu'il va être dénoncé, et il va être condamné à mort. Moshe va être condamné à mort. Et par un miracle, voilà nous dit que même quand tu as l'épée qui est sur ton cou, il ne faut pas se désespérer de la délivrance. Eh bien, elle fait allusion notamment à cet épisode de Moshe, qui, le Midrash raconte, son cou il s'est transformé en marbre, le, l'épée s'est rebondie sur le bourreau et l'a tué, en même temps elle a coupé les liens qui attachaient Moshe, il est sorti, il est parti. Très bien. Moshe il aimait tellement ce peuple. Mais pourquoi il voulait pas? Pourquoi il avait, il voulait pas délivrer le peuple? Pourquoi il a mis du temps à le délivrer? Troisième question, qu'est-ce qui a fait que Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé? Qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé? On le verra à la fin de la paracha de cette semaine, que Akadosh Baruch Hu, il va entendre la tseaka, le cri, le cri de désespoir des Israël. Pourquoi attendre le cri de désespoir? Pourquoi attendre un cri de douleur terrible? Pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi les souffrances? Pourquoi ça? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi le peuple juif, il doit avoir ce principe-là qui s'appelle Bechol Dorot, à chaque génération,
Amad alenu lechalotenu. Il y a des ennemis qui se montent, Amad, alenu, sur nous, lechalotenu, pour nous détruire. C'est marqué. C'est dans la Torah, dans la Haggadah. Et que ne crois pas, hein, on ne pourrait jamais être tranquille, il faut faire la paix, il faut faire la paix. Comme, fais ce que tu veux, tu n'as pas la paix. Quel intérêt de l'Iran? Quel rapport avec Israël? Les Iraniens, vous savez que les Iraniens, c'est un peuple gentil, ils aiment les Juifs. C'est les islamistes, ils tiennent le pouvoir. Mais, 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 mais c'est incroyable, le peuple iranien, c'est les Juifs. C'est pas des gentils, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est marqué, chaque génération, ça va, ça. Alors, il y a eu un temps d'accalmie quand il y a des grandes persécutions, des grands génocides, comme la Deuxième Guerre mondiale. On a cru que, bon, ça y est, ça s'est vite revenu. 50 ans plus tard, et après, ça y avait. Dans ces- Donc, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait cette, cette arborescence, ce système, ce principe. Très bien, donc on a trois questions. Première question, pourquoi Shovavim, on le fait maintenant? Pourquoi Shovavim, ce tikkun de la Kedusha, on le fait maintenant? Pourquoi Moshe, il ne veut pas délivrer le clan d'Israël? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il met le peuple juif dans une situation quasi perpétuelle de difficulté? Je dis quasi perpétuelle. D'accord? Il n'y a pas un juif qui se sent 100% aujourd'hui, je pense. Il y a des moments, il ne faut pas déprimer, comme j'ai dit toujours depuis le début de ce massacre. Ce massacre. Je dis qu'il faut être concerné, il faut être concerné, il faut changer, être actif, il ne faut pas être déprimé. Pas être déprimé. Mais on est concerné, tout le monde est concerné. C'est comme ça. Mais pourquoi le bon Dieu il a voulu ça? Alors on va regarder point par point. D'abord, pourquoi Shovavim, ça a lieu maintenant? Alors il faut savoir que le peuple juif, comme on l'a dit au départ, en introduction, il s'est créé maintenant. Il s'est créé maintenant, le peuple juif, avec le, le miracle que les femmes, elles accouchaient de 6 enfants. Et donc, c'est la création de la nation juive. Et donc, puisque c'est la création, alors on va à la base. La base, c'est quoi? C'est le zéra, c'est la semence. Quand je il nous a donné un grand, grand, grand. Il a fait un grand chesed. Il a créé le monde, il a créé l'homme, il a donné un mode d'emploi, ça s'appelle la Torah. Dans la Torah, il y a tout. En boîte il y a tout. Je vais vous montrer quelque chose qui ne fait pas partie de la question, mais qui va vous montrer comment ça fonctionne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour vous montrer qu'il y a tout dans la Torah et que le principe qu'il doit à Kodesh Baruch Hu, c'est de nous mettre une pression comme on presse l'huile pour obtenir la meilleure. Presse l'olive, pardon, pour obtenir la meilleure huile. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué comme ça, que les bénis Israël, ils sont sortis de Canaan, ils sont venus en Égypte. Et là, ils ont commencé, il y a un passage qui dit la chose suivante. Les bénis Israël, par où? Les bénis Israël, ils ont fructifié. Vaishretsu, ils ont pullulé, ils sont devenus comme des insectes. Vaishretsu. Vayirbu, ils se sont multipliés. Vayatzmu bimod meod. Et ils se sont renforcés beaucoup. Globalement, là je vous ai donné les éléments rapidement, si vous n'avez pas tellement prêté attention, ça veut dire quoi? Voilà, ça y est, ils ont évolué, il y a des redondances.
Ils ont fructifié, ils ont pullulé comme les insectes, se sont multipliés. Les Atzmo, ils se sont devenus puissants. Bon, c'est ça, mais ouais, ok, ils sont venus, ils sont développés. Quoi. Non, pas du tout. Pérou, ils ont fructifié. D'abord, c'était un peuple dans un ghetto, le ghetto qui s'appelait Goshen. Yaakov, il voulait qu'ils habitent, qu'ils ne se fassent pas assimiler. L'assimilation, c'est le fait de vivre avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Il y a marqué Verachama Valkol Maasav. Il a pitié de toutes ces créatures. Il ne s'agit pas ici de dire le goy c'est un ennemi, le goy c'est ceci, le goy c'est ça, pas du tout. Verachama Valkol Maasav. Shem, il a une bonté, la miséricorde pour toutes ces créatures, même pour une fleur qui pousse. Si tu donnes un coup de pied dans une fleur comme ça, parce que tu n'as pas besoin de la place, on va te demander des comptes, pourquoi tu détruis ça? Si tu as besoin, tu joues au foot, c'est pour te servir. Tu tapes un animal. Si tu as besoin pour le faire avancer, le cheval. Et encore, il y a une limite à le faire avancer. Tu ne fais pas avancer le cheval en le martyrisant. Mais tu donnes un coup, d'accord. Si tu donnes un coup comme ça pour t'amuser, regarde le cheval, comme il saute quand tu lui donnes un petit coup. On rendra compte sur ça. On n'a pas le droit. Verachama Valkol Maasav, de toute sa créature, de toute sa création. Et donc, ici, on a pas du tout de mettre l'égoïme de côté. Mais le meilleur système, c'est de rester avec nos valeurs. Nos valeurs, c'est dans un ghetto. C'est ce qu'il a compris, Yaakov, il a dit, tous à Goshen. Malheureusement, les Juifs, ils ont paro, ils ont fructifié. Donc, ils ont commencé à devenir... Deuxième phase, mais ils sont restés à Goshen. C'est une province vraiment très importante, ça grouillait de Juifs, mais il y avait les valeurs juives. Mais Vaïfretsu, première étape, ils ont pullulé, et Chéret, c'est des insectes. Et les fourmis, comment elles font? Il y a le nid, puis après, Vaïrbou. Et là encore, elles se sont multipliées. Donc, elles se sont étendues. Et là où elles sont arrivées, ils se sont multipliés. Vaïratsmou, ils sont devenus puissants. Ils ont pris des postes dans l'administration égyptienne. Ils sont devenus ministres, des postes importants. Bimod, Méod. Énormément, énormément, beaucoup, beaucoup. Batimalé un Retsotam au point de remplir toute la terre. Tout ce que ne voulait pas Yaakov. Ils étaient dispersés dans toute l'Égypte. Et l'assimilation commençait catastrophique. Ben, comme Melech Hadash, un roi est venu, un nouveau roi. Asher Yada et Yosef, il ne connaissait pas Yosef, il ne voulait pas connaître l'histoire. Il ne voulait pas connaître l'histoire. Vous savez, nos ennemis, ils ne veulent pas connaître l'histoire. Il marche chez moi, un des chefs du Hamas, là, il a été soigné dans les hôpitaux. Il était mourant. Il a été soigné dans les hôpitaux israéliens, je sais pas. Donc, comprend ce que tu dois comprendre. Tu arrives mourant, tu sors vivant. Nous, quand on va là-bas, on arrive vivant, on sort en mourant. Tu n'as pas une logique, non? Et les nations, il n'y a pas une logique. Il ne connaissait pas Yosef. Yosef, il avait sauvé l'Égypte de la famille. Il ne connaissait pas Yosef. Il a sauvé. C'est un héros qui a sauvé la nation. Et qui, à son époque, grâce à lui, la nation était au top du monde entier. C'était le seul, c'était la puissance absolue. Il n'a pas voulu. Et il continue. Vayomer Elamo, Ineam Ben Israël Ram Ve'atzum. Ce peuple, il est plus puissant et plus fort que nous. Et quand on commençait à une diminution comme ça, une imagination négative. C'était un peuple qui sont là, qui sert, qui sert la nation, et tu imagines qu'ils vont se rebeller. Et s'il arrive une guerre, ils vont s'ajouter à aux nations qui veulent nous envahir, et ils vont nous détruire. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ça? Il s'est passé le contraire. Au sud de l'Égypte, il y a l'Éthiopie, Kushim, ce qu'on appelle Kush à l'époque.
Et voilà que les Couchites, ils sont venus envahir l'Égypte. Les Hébreux, ils sont venus de Goshen. Ils nous disent, on est des combattants, on sait se battre. On vient dans l'armée égyptienne. Les Égyptiens les ont virés. Ils disent, ah, vous battez pas avec nous, vous êtes des sous-hommes. OK, ils sont restés. Les Égyptiens se sont fait battre à plat de couture. Maintenant, l'Égypte est ouverte. Il n'y a plus d'hommes pour sauver. Il y a que des femmes et des enfants, quelques hommes, mais la barbarie va s'installer. Les Hébreux, les Juifs, les Bnei Israël, ils sortent de Goshen en armes et ils les taillent en pièces. Ils gagnent, ils taillent en pièces les Couchim, qui avaient eux-mêmes taillé en pièces les Égyptiens. Et quand ils reviennent en Égypte, les, les Bnei Israël, on leur jette des tomates. On leur jette des tomates, on n'accepte pas. Et c'est après ça que Pharaon a dit, mais s'il y a une attaque de pays ennemis, ils vont s'ajouter à nos ennemis et nous détruire. Mais je ne comprends pas, tu vois bien qu'il s'est passé le contraire. Tu vois, l'ennemi, tu vois bien que tu es dans un hôpital, on te sauve et tu fais le contraire. C'est pas ça qui s'est fait, c'est le contraire de ce que tu penses. Quoi, ils vont te détruire. Mais t'en soignes. T'en soignes. Ils nous ont sauvés. Alors maintenant, si on analyse ça, c'est pour vous montrer que la matrice, la création du clan d'Israël, elle a eu lieu en Égypte. Et c'est un canevas, ce qui s'est passé en Égypte, pour toute notre vie, pour toute la génération, jusqu'à Mashiach. Il nous arrivera toujours ça, dans des contextes différents, d'intensités différentes, comme ce qu'on est en train de vivre maintenant, ou comme la Shoah, qui est une intensité innommable, incroyable. Et dans la Shoah, il y avait quelque chose d'incroyable. C'est qu'il marchait mot l'allemand. Il marchait mot. Il a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf. Et dans ce livre, ça, il a recopié là. Il a recopié. Tout ce qui est arrivé là, il le dit partiellement. Puis après, va Yaakov Melech Hadash, un nouveau roi s'est levé, c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il écrit comme ça. Je vous invite pas à le lire. D'accord? Croyez-moi faites-moi confiance. C'est marqué comme ça, noir sur blanc. J'ai lu, pas tout, mais j'ai lu pour vérifier ça, pour vérifier aussi autre chose des lettres de lui. On verra ça après à la fin si on a le temps. Mais ici, il dit comme ça, dans ses pamphlets antisémites. Il a écrit son programme. Pour voir les partis politiques, ils écrivent leur programme. Il a écrit son programme. Faro, il a écrit son programme. Ils écrivent leur programme. On n'a rien à changer la Bretagne. Nous sommes dans une civilisation très évoluée, d'un progrès énorme. Et quand tu as une présidente d'une des plus grandes universités, il faut être un génie pour être là-bas. Et donc la présidente, j'imagine qu'elle a aussi, elle sait ce qu'elle fait. Et elle dit, le génocide, ça dépend du contexte. Notamment, notamment, vous êtes plus au courant que moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si c'est pas ça, si c'est pas Pharaon, c'est quoi? On va pas dire Pharaon, ouais, c'est il y a 3000 ans, là, c'est un primaire il y a 4000 ans, c'est des Égyptiens, là. Là, t'es high level, high level. Ça fait peur. Et donc l'Allemand, il a dit quoi? Il écrit là-dedans, dans son livre. Oui, excusez-moi, je peux pas vous manger de. Il dit, le peuple juif, c'est l'ennemi de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans un pays, comme ça, tête basse, il se met dans un ghetto. Ensuite, il se multiplie. Ensuite, il occupe tout le pays. T'en as partout.
Ensuite, ce qui s'est passé là, mais il a dit, Vayirbo, Yahatzmo. Ensuite, Vayahatzmo, ça veut dire il prend des postes. Il devient un ministre. Savoir qu'au moment où il écrit son livre, en prison, en 1920, la révolution russe de 1917 était bien sûr passée. Et qui c'étaient ceux qui ont fomenté la révolution russe, essentiellement les grands penseurs, les juifs. Qui était au pouvoir? Trotsky, juif. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, regardez ce qu'ils ont fait en Russie. C'est clair et net. Regardez, il y a 100 ans, ils sont venus comme ça, hein, dans des ghettos, puis ils se sont assimilés, ils ont pris des postes de puissance, et tac, ils ont fait quoi? Ils ont tué tout le, la direction, toute la direction du pays, tout le tsar, et sont mis à la place. Faut les empêcher de faire ça. Faut les empêcher de nuire à l'humanité comme ils font. Et il a dit, regardez ce qui se passe ici, en Allemagne. Il y avait des juifs ministres à l'époque. Il y avait deux frères, Ratno, ils s'appelaient. Un qui était un grand banquier, un qui était un grand politicien. C'était ministre. Le ministre, quand les nazis l'ont pris pour le tuer, il a dit attention, pour vous dire le niveau d'assimilation. Il dit, vous me tuez comme un opposant à Hitler, marchez-moi. Mais, ne me, mais vous ne me tuez pas comme juif. Je ne suis pas juif, moi. Il était juif, de merde. Je ne sais pas si vous imaginez. En tout cas, il était ministre. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Regardez, il s'infiltre. En même temps, il y avait une femme qui s'appelle Rosa Luxembourg, qui était une politicienne exceptionnelle. Je parle dans la politique. Malheureusement, c'est aussi une juive 100%, une juive russe qui s'est nationalisée allemande pour faire de la politique. Et elle était brillantissime. Tel point que, malheureusement pour elle, elle a eu une mort un peu violente. C'était qu'à l'époque, quand tu manifestais, quand tu truquais, la police, ils l'ont pris dans la voiture, et dans la voiture, ils lui ont mis une balle dans la tête, et puis ils l'ont jeté son truc. C'est- C'était, il y avait pas de capacité de faire quoi que ce soit. Bref, je reprends ici. C'est exactement ça. Et après, il y a comme Melech Hadash, il est venu un nouveau roi. Il plairait marcher main. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et c'est le canevas. Ça marche comme ça. Ou c'est à petite dose. Dans les villes d'Europe de l'Est, il y avait tout d'un coup dans un village ou dans un duché un nouveau responsable la maire, on va dire, un duc, qui venait, qui changeait tout, qui oppressait les juifs. C'était, on va dire, micro, microcosme, quoi, micro. Ou c'est macro, comme quand c'est des nations entières, etc. Mais ça a toujours été ça. Maintenant, quel est le but d'Hachem? Pourquoi c'est comme ça? Donc, on a compris la première question, c'est pourquoi on doit faire un tikkun sur sa kedusha, sur la- les relations interdites qu'on a eues dans sa jeunesse, plus tard, malheureusement, et que cette semence qui sert à créer, on l'a utilisée à mauvais escient. Pourquoi on fait un tikkun? C'est une période, cette période-là des parachutes de Shemot, les premières. Pourquoi on doit faire teshuva dessus? Il y a des jeunes, il y a des, etc., etc. Pourquoi avoir conscience de ça et faire teshuva dessus? Parce que le peuple juif, à cette période-là, il a été créé. Il s'est formé. Ça, on a compris. Une deuxième question, on avait dit, pourquoi Moshe, il ne veut pas délivrer les Bnei Israël? Je vous répète ou je vous dis que les questions, elles ont l'air de rien avoir entre elles, mais on va voir qu'à la fin, elles sont très, très liées. Donc là, apparemment une question, pourquoi Moshe ne veut pas délivrer les Bnei Israël? Alors là, il y a plusieurs réponses et en plusieurs temps. Quand je me il apparaît donc au buisson ardent à Moshe Rabbeinu et il lui dit, il dit à Moshe, je t'ai choisi pour libérer le clan d'Israël. Moshe, il ne veut pas. Après, je ne rentre pas dans le détail, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, bon d'accord,
je veux bien libérer le cas d'Israël, mais est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être bien, on va rentrer en Eretz Israël, la Terre Sainte, et on va cultiver, on va élever, on va étudier. Ça sera extraordinaire et les fruits seront énormes. Comment ça va être? Il lui dit, pas tout à fait comme tu dis, en tout cas pas dans l'immédiat. Il dit, alors, tu peux montrer un petit peu dans l'histoire ce qui va se passer. Quand je lui dit, d'accord. Et il lui montre. Il commence par lui montrer les Romains, pogrom des Romains. Faut pas croire que ils n'ont rien inventé, les nazis, le Hamas. Ils n'ont rien inventé. Les Romains, c'était terrible, terrible. Pleurer. Pareil, que ce soit psychologique ou pas psychologique, c'était physique, c'était des tortures mentales. Comme, comme ce qu'un homme peut, quand il va chercher ce qui est mauvais en lui, peut déclencher. Donc il nous montre les Romains, les Grecs, il nous montre l'Inquisition, les Cosaques, les, la Shoah. Le 7 octobre, il lui a montré. Et pour ça, je vais les sortir chez eux. Et je refuse. Il refuse. Il veut pas, il dit, je ne le sens pas pour ça, j'aime trop ce peuple. Pourquoi tu veux les faire sortir comme ça? Laisse-les là-bas. C'est pas. Quand je m'en il lui dit, Eke, Asher, Eke. Il lui répond, je suis ce que je suis. Eke, Asher, Eke. Je ne le dis pas en vrai parce que c'est des noms d'Hachem. C'est E, plus loin, Yé. Et, Yé, Asher, et. D'accord? C'est quoi ça? Alors, la valeur numérique du mot est plus loin, Yé, c'est 21. Il y a deux fois, si on fait 21 fois 21, c'est 441. 441, c'est la valeur numérique de Emet, de la vérité. Hachem lui dit, cherche pas, je suis la vérité. C'est ça que tu vas dire à Pharaon. Pharaon, il est dans le mensonge, etc. Tu lui dis, mais Moshe va lui dire, quand je vais aller le voir, je lui dis, tu t'appelles comment? Qui c'est qui m'envoie, lui, dans ses registres de Dieu? Ils ont plein de dieux, ces idolâtres. Mais t'es pas dedans, évidemment. Tu lui dis, je suis ce que je suis la vérité. Et il comprendra. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ce que je suis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire qui est dur, mais extraordinaire. Il dit, je suis, c'est-à-dire que je suis ce que vous allez, entre guillemets, déclencher. C'est vous qui déclenchez. C'est vous qui déclenchez. Si vous déclenchez un principe qui fait que pour pas que vous vous assimiliez, il va falloir que les nations elles vous repoussent, alors ça se passera comme ça. Ça se passera comme ça. Eke Hacher Eke. Je suis ce que je suis. J'ai mis un système parfait. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Quand je me il a donné un libre arbitre à la personne. Quelqu'un, il ne peut pas dire, mais moi, je suis né dans une famille, mon père, il était joueur de cartes, ma mère, elle était danseuse je sais pas quoi, au Folies Bergères, mon frère, c'était Al Capone, le fameux, et ma mère était juive, on l'a pris plus tard. Et voilà, elle est là, je sais pas, je sais pas. Il ne pourrait jamais dire ça. Parce que le bon Dieu, il veut lui dire, c'est pas vrai. Regarde la difficulté que tu devais surmonter pour devenir un juif comme il faut. Regarde ce que tu devais faire. Elle est là, ta difficulté. Regarde celui-là là-bas. Son père, il est Rosh Yeshiva. Sa mère, elle se couvre la tête, elle serait. Regarde maintenant la difficulté qu'il avait pour rester dans ce système. Ben, tu vois que c'est la même. L'intensité, c'est la même. Ah, le positionnement ou le mettre, c'est pas le même. Lui, il fallait qu'il fasse des efforts comme ça, mais dans un autre niveau. Il ne les a pas fait, puisqu'il ne les a pas fait, il est parti. Ou s'il les a fait, normal qu'il est devenu gadol. Non, s'il n'avait pas fait ces efforts-là, non seulement il ne serait pas devenu un grand, son père, mais il aurait lâché. Toi, si tu avais fait ces efforts-là, les mêmes que lui, tu sais devenu ce qu'il faut que tu deviennes.
Tu peux pas dire, personne ne peut dire ça. Le Mejbouchi, il va te dire. Mais moi, et c'est normal, lui. Non, non, non. Chacun, il a ça d'effort à faire. Après, le niveau où il va arriver, ça, c'est peut-être limité. Je dis bien peut-être. Il y avait un des plus grands maîtres, pas connu du tout, mais dans le monde orthodoxe, il est très, très connu. Un des plus grands maîtres, je vous dis, vraiment inconnu, je pense que vous allez, je serais étonné que vous entendiez, il s'appelle Rav Mordechai Pogromansky. Rav Mordechai Pogromansky, c'était quelqu'un qui était du temps de avant-guerre, il avait 20 ans en 1920, c'est ça, il est mort à 45, il est mort à 45 ans, pardon, et dans les années 50. Très bien. Et c'était, pour vous dire, à 44 ans, il n'était pas marié. Et la guerre, etc. Et il cherchait à se marier. Il y a une jeune femme de très très haut niveau qui a dit, il avait une maladie, on lui donnait 1 an à 2 à vivre. Et à l'époque, ils n'avaient pas de solution de nos jours, hein. Bon, c'est le bon Dieu qui décide, mais elle l'a épousé. Et il est mort 1 an et demi après. Très bien. Après, cette femme-là, en tant que veuve, elle a épousé un des plus grands rébés, Rabbi Chassidik, à Bnei Brak. Pour vous dire quel niveau, il n'a pas dit ce rébé chassidique, il n'a pas dit c'est une veuve, machin, tout ça. Il n'a pas dit ça. Il a pris une femme de ce niveau-là, qui a été la femme de Rabbi Mordechai Pogromansky. Quand il a voulu que son enfant il rentre à la yeshiva de Ponyovitch, donc ce rébé-là, il était marié avec cette veuve, ils ont eu un enfant quand il a eu 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils ont voulu le faire entrer dans la yeshiva top élite, le Harvard, élève Avdalot, l'Avdil Ben Kodesh, les Tamés, c'est Tamé surtout dans ce qu'on entend. Mais donc c'est le top des yeshivot, très difficile à rentrer, très 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 difficile, même de nos jours encore, mais du temps de Rav Shach, c'était très difficile. Pas qu'il y ait une sélection comme ça, c'est que c'était un niveau très fort. C'est pas la peine que quelqu'un qui est pas fort, il vienne et il se noie. Donc, et son enfant, il n'a pas été reçu. Et il a été très blessé, l'enfant. Il était très fort, mais apparemment, il n'était pas bâti. Le Rebbe, il a envoyé des chassidim dire c'est le fils du Rebbe quand même. Le Rav Shach, il a dit d'accord, mais c'est non. Alors elle, cette femme-là, c'est la veuve, la mère de ce garçon, elle a été voir un Rav Shach. Elle lui a dit, regardez, je viens pas en tant que femme de Rebbe, je viens en tant que veuve de Rav Mordechai Pogromansky, je vous demande de prendre mon fils. Il a dit à la veuve de Rav Mordechai Pogromansky, je peux rien refuser. Il a Pourquoi je vous parle de lui? Parce que lui, il avait une émouna, il disait que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est bien. Et un jour, il est dans un train, ici en France. Il a monté, il est venu, on a eu un srout, qu'il a monté même une yeshiva. Il est venu juste après la guerre, 45-47. Il est venu en France. Il n'est pas resté longtemps, mais il a monté une yeshiva là-bas, et donc à Soissy, à 77, je peux retrouver. Et un jour, il prend un train pour rentrer chez lui. Et... Non, pardon. Il prend un train pour aller voir quelqu'un et ensuite rentrer, faire un aller-retour. Là-dedans, il y a un shochet qui rentrait aussi chez lui. D'accord? Un shochet Moël qui rentre chez lui. C'est extraordinaire, c'est après-guerre de voir deux barbus comme ça. Rav Mordechai Romansky, qu'on ne connaissait pas de visage, il n'y avait pas de photo à l'époque, mais le shochet qui était un Talmid Chacham commence à discuter avec ce juif qui avait une belle tête, et Rav Romansky, c'est un génie, donc s'ensuit une discussion de Torah, de feu de Torah exceptionnel. Et voilà qui rate la descente. Il rate les deux. Il rate le. Ils n'ont pas entendu le gars qui disait arrêt à Soisy sur Montmorençon. Ils n'ont pas entendu et le train il continue. Et voilà que le Chorret, il est
Il connaît le train, il dit, oh là là, le prochain arrêt, c'est une demi-heure. Le prochain train, il va être dans un quart d'heure, 20 minutes dans l'autre sens. Donc, une demi-heure pour revenir au point où on était. On n'a pas le temps, Shabbat va commencer. On est obligé de descendre et de passer le Shabbat là. C'est catastrophe. Catastrophe, on est obligé de passer le Shabbat et le Shochet Moël. Il dit à Rav Programme, si vous voyez, on n'aurait pas dû étudier comme ça, etc. Le Rav Programme s'est dit, quoi? Étudier, c'est toujours pour le bien. Toujours, toujours pour le bien. Sachez-le. Il n'y a pas. Le bon Dieu nous envoie. Il nous envoie quoi? On est ici à Lançon-sous-Bois. Et vous croyez qu'il y aurait un juif? Vous croyez que comment on va faire Shabbat? Dans une heure chez Shabbat. Il dit, on va vite acheter du raisin. On va le piler vite. On va acheter une bouteille, on va le piler. Et avec ça, on va faire une espèce de. Quand j'étais petit, c'est ça qu'on prenait pour le kidouche. On prenait du raisin sec. Ma mère allait à Chalon, on prenait du raisin sec. D'accord? Attention, là, je suis pas. Ouais, j'ai plein de cheveux noirs encore. Hein, je suis pas. Je suis très, très jeune. Faut- Rafchar, justement, il disait, hein, il a dit à une. Je fais une parenthèse. Rafchar Zachet, c'est les Kadosh Lebracha, il a dit à une dame, 70, 75, que Loal, son fils était niftar dans un accident de voiture avec sa femme, avec sa belle-fille. Ils ont laissé 13 ou 14 enfants. Et elle, comme elle s'occupait déjà beaucoup des enfants, cette grand-mère, Rav Shach lui a dit, vous allez habiter avec eux. C'est vous qui allez habiter avec eux. On les bouge pas de place, ces enfants. Ils vont être aidés par les tontons, les tatas. Mais c'est vous la femme, la maîtresse de maison. Elle a dit, mais 73 ans, Rav. Il a dit, vous êtes en bonne santé? C'est vrai. Sachez que quand on fréquente des jeunes, on reste jeune. Et elle est restée, elle est nifter presque à 100 ans, quand la plus jeune des filles, de ces petites filles qui avaient 2 ans au moment du drame, elle en avait 20, ou 25, ou 22, ou 23, et elle s'est mariée. À ce moment-là, elle est partie. Et les gens disaient, c'est pas possible, alors grâce à vous, que vous êtes très jeune, je reste jeune, mais d'accord. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, le jus de raisin, on le faisait comme ça. Il n'y avait pas tout ça. Grâce à nos frères Sfarad, ils sont arrivés, non, avec, surtout les Marocains, j'y fais rien. D'accord. Et ils sont arrivés avec des, comment dirais-je, des volontés d'infrastructure cache-route et c'était plus facile. Quand, à une époque, c'était le vide hein, en France, dans les années 70. Le vide. Pas de, pas de choses cachées. Bref, donc ils arrivent, et ils cherchent, ils achètent une banane ou deux, ils disent, oh, et puis on va trouver un coin, on va essayer de trouver un coin pour dormir. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à la gare, ils ont leur petit truc à manger, ils retournent à la gare, ils voient un taxi, ils demandent au taxi, est-ce qu'il y a des juifs dans ce petit village? Il se dit, le taxi, il connaît tout. Lui dit, oui, il y a un juif. Si vous voulez, je vous amène. D'accord. Je l'amène. Il voit, il voit une mezouza, il dit, ah, déjà, c'est qu'il n'est pas trop assimilé, c'est déjà ça, on va essayer de dormir chez lui, on va voir. Il frappe à la porte, là il voit un homme comme ça, la tête couverte, il voit un homme comme ça, qui les regarde. Vous êtes qui? Et écoutez, il les explique, voilà, moi je suis rabbin, bon, il ne se mettait pas en avant du tout, hein, voilà. Et lui, c'est un collègue qui est Choret et Moël. Choret et Moël. Il se retourne, il disait, les amis, il est là, le Moël, il est là. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, écoutez, j'ai eu un enfant, femme accouchée, Shabbat dernier. Donc, je dois faire une bride demain matin, Shabbat. J'ai envoyé un télégramme et jusqu'à ce matin, je n'avais pas de réponse. Et donc, j'ai pas eu de réponse. Et je me suis dit, ça y est, tant pis, la bride Mila, on attendra qu'il revienne, il n'a pas pu venir. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est 8. J'ai appelé, j'ai envoyé des télégrammes à mes amis, j'avais honte.
Parce que le Noël, il vient toujours, il était venu une fois pour mon fils d'avant, il était venu toujours, il dit, il vient avec un assistant, au cas où. Donc, il vient à deux, donc moi j'ai 8 personnes là. Vous êtes mis. Voilà, Rav Mordechai Pogorzelski, il l'a regardé, il lui a dit, tu vois, toi, qu'est-ce que tu m'as dit? On n'aurait pas dû étudier. Tu te rends compte, j'ai ma femme qui m'attend toute l'année, toute la semaine, je suis en train de faire d'ashrita à droite, à gauche, on va faire des minutes à droite, à gauche dans la France. Et là, j'arrive, j'ai mon Shabbat qui m'attend, ma femme qui m'attend, et là, à cause de ça, pourquoi Hachem il m'envoie ça? C'est pas possible. Tu as compris maintenant pourquoi Hachem il t'envoie ça. Rabbi Israël, il dit, quand tu vois le début d'un problème et que tu vois que la fin du problème, tu as un problème, tu as crevé un pneu. Mais après, tu vois que là où tu es, le bac là, que tu veux prendre pour traverser le truc, il a coulé. Et toi, tu es là, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Je suis sous la pluie, tu es sous la pluie entre trucs. Et tu devais mettre ta voiture dans un bac et tu sais que de l'autre côté, c'est le soleil absolu. Tu dis, qu'est-ce que je fais là, Hachem? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai la marmite avec la ptaïna, le truc, tout est prêt pour Shabbat. Et là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Et tu vas camper dans je sais pas où, tu vas passer un Shabbat. Quand tu vas ouvrir la radio après Shabbat, tu vas dire Chavetz Chaim, il dit heureux soit l'homme qui voit le début d'une action et la fin, la conséquence. Nous, ce que on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. Donc, comme tu ne vois pas, tu es bloqué sur la chose. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il arrive ça? Pourquoi il y a ça? Nous, on essaie de comprendre, je vous donne des éléments de réponse. Donc, c'est pour ça que la troisième question, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il va libérer le peuple, mais Hachem, il s'en est souvenu quand il y a eu Tseaka Gedola, quand il y a eu un grand cri. C'est quoi ce grand cri? C'est qu'on se tourne vers Hachem. Quand tu dois faire ce que tu dois faire, à un moment, tu te tournes vers Hachem. Et c'est un grand cri. Hachem, il dit, bon, c'est bon, j'arrive. Il a toujours été là. Mais il attend que tu sortes de tes limites, que tu obtiennes le meilleur de toi. Comme un sparring partner, celui qui va motiver le sparring partner. Vous savez ce que c'est? Tu as un boxeur qui se prépare à être champion, qui est déjà champion. Il faut qu'il ait en face de lui, pour l'entraîner, quelqu'un de très fort. Ça s'appelle un sparring partner. Et donc, c'est en même temps un entraîneur, en même temps quelqu'un de très fort. De nos jours, c'est plutôt un entraîneur et puis Et donc là, il lui donne des cours au champion. Et ce qu'il veut, c'est que le champion, il aille jusqu'au bout. Il lui fait mal au champion. S'il lui fait pas mal, le champion, il va pas. S'il lui dit vas-y, tape, il fait pas ça, il l'allume. Il y va jusqu'au bout. Et l'autre, il va sortir le meilleur de lui-même. C'est comme ça. Alors vous allez me dire, alors on n'échappe pas à ça. On n'échappe pas à ça. Question, alors, on a toujours ça. Oui ou non. Mon maître, ils disent qu'on peut choisir ses épreuves. On peut choisir ses épreuves. Je ne parle pas dans un temps de Xéra. Je ne parle pas dans un temps où il y a Hachem, il a décidé que Xéra, acquisition, Shoah, je parle d'un temps plus stable. Toujours dans la même mouvance, puisqu'on a dit qu'on n'y échappe pas. Il y a toujours quelqu'un qui se lève, on va dire plus stable. Je veux juste vous imaginiez qu'à à l'époque des Cosaques, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça se passait tout le temps, en permanence. À la différence que non seulement ils étaient impunis ces jours-là, mais ils continuaient. Et ceux qui souffraient, ils n'avaient rien. Et c'était des orphelins et des gens et des femmes qui arrivaient dans une ville, déjà pauvres. Donc on les voyait déjà d'un mauvais œil, quand il fallait encore les nourrir, les machins, les trucs. Je parle de ville de juifs. Bien sûr, il y avait des gens au grand cœur, etc., mais qu'eux-mêmes ils étaient dans la souffrance. Imagine le pauvre, il est là, il doit partager son pain. Et il n'a pas d'enfant, son père s'est fait tuer, sa mère s'est fait truquer. Tu vas pas partager? Ouais, mais regarde, moi j'ai mes enfants d'abord. T'imagines les trucs. T'imagines la difficulté. Tsahaka. Tsahaka, et à ce moment-là, Hachem, il intervient. Venir le meilleur de nous-mêmes.
Mais nous, ici, en tout cas pour l'instant, on est protégé. Il y a des lois, il y a des médecins. Ça peut tourner dans un sens comme de l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en attendant, pour sortir de nos limites? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir de nos limites. Tout ça, c'est sortir de ses limites. Quand tu as des gens, des frères, des sœurs, qui sont mortifiés, qui sont en deuil, qui sont captifs, qui sont des gamins de 18, 20 ans, 25 ans, qui sont là dans des tunnels et qui peuvent, les préserve, qu'Hachem les protège. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On prend un bain chaud et puis on regarde I24 et on est un peu le cœur qui bat quand on voit des noms. Puis après, tiens, tu peux me redonner de la tarte au chocolat. Je dis pas encore une fois que tu n'as pas le droit de manger de la tarte au chocolat, que demain c'est Shabbat, etc. Je vous ai dit, mais il faut se sentir concerné. On n'a pas le droit de ne pas se sentir concerné. Se sentir concerné, ça veut dire qu'est-ce que je fais moi? Faut que dans certaines situations, je me mette dans une situation limite, que je sorte de mes limites. Et c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Tu dois sortir de tes limites. Je comprends ce que tu dois faire. Je comprends que tu ne peux pas supporter, que tu vas libérer le peuple pour ce que je t'ai montré. Mais comprends que c'est comme ça que le peuple est libéré. Il continuera à vivre et que tout est pour le bien. Tu n'arrives pas à comprendre? Un jour, tu comprendras. Ce jour, il n'est pas venu de son vivant à Moshe. Parce qu'Hachem, il a dit je ne veux pas comprendre, je ne veux pas y aller. Finalement, il va y aller quand même. Mais plus tard, dans le désert, Hachem il va dire à Moshe, Moshe va dire à Hachem, écoutez bien, c'est très important ça. Moshe va dire à Hachem, quand je voudrais comprendre pourquoi des fois je vois un tzaddik, il a du mal, il est malade, il a ceci. Je vois un rachat, oh, la vie qu'il a, il est heureux, il a tout ce qu'il faut. Et des fois, je vois un tzaddik, tout est bien pour lui. Et je vois un rachat, et effectivement, et tout est mal. Mais des fois, je vois le contraire, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tzaddik verra l'autre. Le tzaddik, des fois, il a du rat. Et des fois, rachat est tov l'autre. Et le rachat est tov. Regardez ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Et on va expliquer. Il a dit, quand j'ai voulu, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux, je veux plus. Quand j'ai voulu t'expliquer ça, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux, c'est plus le moment, je veux plus. C'est quoi? Hachem lui fait une ananère. D'accord? Chas shalom. Hachem il veut nous montrer que Hachem il tend la main. Il tend la main. À un moment, quelqu'un il t'a tendu la main. Un homme il t'a tendu la main. Une femme elle t'a tendu la main. Un enfant il t'a tendu la main pour te montrer le chemin. Il y a un grand Rav, peut-être vous connaissez, parce que de temps en temps sur Torah Box, ils le traduisent. Il s'appelle Rav Fanger. Extraordinaire, Rav Fanger. Beaucoup d'humour, etc. Il est ici, justement, puisqu'on parlait de milieu. Il a dit, j'ai jamais mis à 20 ans, à 18 ans, j'avais mis une fois les pieds dans une choule. Il habitait Herzliya Plitoir. Ses parents, des grands intellos, qui m'ont fait faire qui voulaient lui faire des grandes études, puisqu'elle était à l'armée. Après, à l'armée, il était au moment de la guerre du Liban, et il était avec son meilleur ami. Et à un moment, ils entendent, et il voit son ami qui tombe. Il avait pris d'un sniper une balle dans la tête, pile. Sans rien, il est tombé comme ça, tac. Et il a dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il n'a rien fait de sa vie. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et ça m'a déclenché une première chose. Mais il dit, la vraie chose qui m'a déclenché, il a raconté, il dit là, qui s'est déclenché, c'est que on m'a dit de venir à un séminaire. Vous savez, à l'époque, il y avait des séminaires. On prenait des gens tout un Shabbat, même s'il y avait ça en France. J'ai été, je me suis occupé de ça. J'avais amené des gens. Et on leur montrait toute la puissance de la Torah, archéologie, astrologie, astronomie, tout ce que tu veux, c'est dans la Torah. Et c'était des grands physiciens qui donnaient ça, qui avaient fait Tchouva, de la NASA, des trucs, des grands mathématiciens, de tout ce que tu veux, archéologues, tout. Te montrer, Torah, elle est vraie, point. Et lui, il est là, c'est un Shabbat, un vendredi comme ça, il est là, il hésite à rentrer. Il s'était inscrit, etc. Et puis il dit, ouais, je suis quand même resté 48 heures parce qu'il faut aussi rester le dimanche, etc. Il a dit à son un gamin de 10 ans
qui passe devant lui, péote, religieux, qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il le regarde, il voit que l'enfant, il est vif comme ça. Il lui dit, tu sais, t'as vu, je suis pas religieux. Il me dit, oui, je le vois. Et là, dans cet hôtel, il y a un séminaire, il donne plein de shiurim, etc. J'hésite à y aller. Et il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas dans ce séminaire? Ben, ils font faire teshuva aux gens, tu vois ce que ça veut dire? Il dit, oui, bien sûr, je comprends. Et après quoi? Ben, si je fais teshuva, ben, je vais faire les mitzvot comme toi, je vais faire comme toi, je sais pas, j'hésite, je sais pas, je réfléchis. Et il lui dit, regarde, il le fait ce qu'on appelle en Gemara un mima nafshar, de deux choses, lui. Il lui dit, regarde, si être religieux, c'est la bonne solution, on est lié avec Hachem, et on va être heureux dans les Olam Haba et tout ça. Tout ce que tu... Alors ça vaut le cocktail. Et si c'est pas le cas, si tu te trompes, on se trompe. Nous, on se trompe. Nous, les religions, on se trompe. Je t'assure qu'on est très heureux. On nous dit d'être gentils avec nos amis. Le Shabbat, on nous gâte. Il y a les fêtes, il y a tout ça. Donc, Niman Afshar, ou c'est vrai, ou c'est faux. Mais dans tous les cas, même l'application, si c'est faux, je t'assure que c'est très sympa. Il y a quelques jeunes, il y a quelques trucs, mais c'est très sympa, tu n'as rien à perdre. Tu as une bonne vie droite, avec des bonnes valeurs que tu trouveras nulle part. Donc, dans tous les cas, vas-y, me dit cet enfant-là, en 40 secondes, 2 minutes, j'étais déterminé. Je dis, mais il a raison. J'ai été, et puis il a fait son chemin, il est devenu un Ranger. D'accord? Je fais la parenthèse. Hachem, il a dit à Moshe, dans le buisson ardent, je vais t'expliquer pourquoi la hiérarchie, elle est comme ça. Pourquoi il faut faire attention à sa semence. Maintenant, je fais le lien avec toutes les questions. On a dit pourquoi Shovavim? Parce que sa semence, c'est Shovavim, on crée. Tu vois bien que quand tu plantes un arbre, si tu n'as pas la bonne semence, l'arbre, il va être de travers, excusez-moi, le vieux français. Donc, pourquoi Moshe ne veut pas délivrer le Béné Israël? Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où on se dit, mais pourquoi ces massacres? Pourquoi ça? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ces gens-là, on leur a rien fait? Ils te disent, génocide, pourquoi pas? Ça dépend. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi, Hachem, tu nous envoies ça? Pourquoi? Troisième point, donc ces difficultés-là, pourquoi? Pour la troisième question, sortir de ses limites. Donc bien planter, ne pas s'effondrer dans les problèmes, parce que ces problèmes-là, ils nous font sortir de nos limites. Il faut sortir de ces limites, il faut aller au bout. C'est pour ça qu'on fait les nuits d'études depuis le début de la guerre. On fait les nuits d'études. Pourquoi? Parce que quand tu te prives de sommeil, c'est dur. La vérité, c'est dur. Le sommeil, c'est dur. Mais au moins, on sort un peu de ses limites, au moins une fois par semaine. Attention, on, se- on, se- on, se- on se- on y va, quoi. On ne peut pas rester comme ça. Chacun, il doit sortir. Pour d'autres, ça va être de regarder les séries. Je dis chacun, ça. D'autres, c'est de rajouter un cours de Torah. Chacun, il doit se regarder dans une glace. Si on se regarde dans une glace, qu'on est honnête, on sait très bien qui on est. C'est très bien qui on est. Il faut juste être honnête. Le marin de Prague, il dit, comme tu veux progresser dans ta main. Alors, oublie tout le monde, oublie la dépendance que tu as vis-à-vis des autres. On a tous des dépendances vis-à-vis des autres. Qui va penser quoi? Parfois, les parents, ils ne sont pas contents du mauvais bulletin de leur fils parce que le voisin, lui, c'est le fils du voisin, il a sauté 3 classes. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? C'est grave. Mais non, laisse-le. C'est version soirée. Tu veux faire l'ashkenaz? D'accord. Mais tu es en train de tuer le gosse. Et en plus, le gosse, il comprend que c'est l'image que tu as par rapport au voisin qui te gêne, que c'est pas son niveau, la faiblesse de son niveau. Sinon, tu dirais, chérie, regarde, viens, assieds-toi. Viens, on va essayer de comprendre pourquoi t'es pas arrivé. Et en plus, regarde, là, t'es arrivé. Bon, 18/20 en éducation physique, en sport. Bon, mais t'es quand même arrivé, il faut comprendre. Pour avoir 18 en sport, c'est t'as compris les directives du prof. Donc là, en maths, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on regarde, on se remet à plat. Peut-être il faut.
Et le voisin, ben, je suis très très content que le voisin, son fils, il cartonne. C'est très bien. Chacun il a ses capacités, chacun il a. Mais si tu es dépendant, tu ne regardes pas l'autre avec un bon œil. Et tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Tu ne peux pas enlever tout ce principe-là de Bedanam Lachavero. Je n'ai pas vu le temps, je vais conclure. C'est important. De Bedanam Lachavero. Moshe Rabbeinu, à un moment, il a accepté, puis après, il a dit Hachem, non. Non, 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 je reviens sur ma parole. Je ne délivre pas le peuple. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai 80 ans, certes, mais je suis le petit frère. Le grand frère, c'est Aaron. En plus, Aaron, il est pas une belle vie comme moi. Moi, je suis parti jusqu'à 20 ans, j'étais dans le palais de Pharaon. Petit épisode un peu chaud, où on a fait me couper la tête. Mais finalement, je suis parti, tout va bien. Pêche Yitro, bon, berger, 60 ans de cette vie-là. Pendant qu'eux, ils souffrent, ils sont massacrés, etc. Et alors, Ron, il voit ça, son truc. Quelle douleur de voir des enfants comme ça. Quelle douleur, regardez, nous, on l'a vu de loin. Et on n'a pas vu, j'espère pour vous, vous n'avez pas vu d'image. Il ne faut pas voir d'image. Il n'y a pas de raison de se faire souffrir et de casser sa sensibilité parce qu'on casse sa sensibilité. Les gens, ils ont compris des fois trop tard. Ils ont vu, ils ont vu. Je disais aux gens, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Après, les gens, ils n'ont plus dormi, ils ont été traumatisés. Et plus personne ne voit, je pense, maintenant. Il ne fallait pas voir. En plus, il y a une dignité de ceux qui sont morts, de ceux qui ont souffert. Bref. Mais là, Aaron, il était obligé de voir. C'est devant lui. Et c'est le chef du peuple qui est là, qui est obligé de consoler, d'aller voir. Donc, Moshe dit, quoi? Et moi, je vais venir en boss? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas venir à notre. Et il lui dit comme ça. Il dit, non, non, non. Il lui dit, non, non, non. Il arrive à ta rencontre par Roi HaKodesh, et vent de prophétie, Aaron, il arrive à ta rencontre et il est heureux. Le passage qui dit là-bas, mais Samar Belibo, il est heureux dans son cœur. Dans son cœur, heureux dans son cœur, c'est une vraie joie. Il est heureux dans son cœur de venir t'accueillir et que toi, tu vas être le chef. Il est heureux de ça. Hachem, il a témoigné. Il dit, il est heureux. Il n'y a pas de problème. Il dit, ah, s'il est heureux, alors j'accepte. Vous imaginez, c'est-à-dire que quoi? Il a Ben Adam Lachavero, il était capable, Moshe, dans tout l'amour qu'il avait pour le peuple, de ne pas délivrer le peuple sur le compte de faire de la peine à son frère. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et nous, on se dit, bon, pas grave. Ouais, mais si tu n'y vas pas, ta femme, elle va avoir de la peine. Ça va, des fois j'y vais chez ma belle-mère, des fois j'y vais pas, il faut comprendre. D'accord? Moi, chez Rabbeinu, il a dit, non, c'est pas possible de faire de la peine à moi, Harold. Il dit, non, non, il vient, il est joyeux. Ah, d'accord. Je vais conclure par une histoire extraordinaire pour montrer un Ben Adam Lachavero. Comment on peut travailler et sortir de ces extrêmes dans Ben Adam Lachavero. On a compris, hein, l'arborescence. La semence, la difficulté pour sortir de son extrême, pour obtenir le meilleur de soi. Nos grands maîtres, ils nous ont montré le chemin. Il y a une jeune fille, à Bnei Brak, une histoire classique, simple. 20 ans, ah ben, on se marie tôt là-bas, dans le milieu religieux. 20 ans, elle trouve un chidour. C'est bon, le mariage va être quelques mois, et le mariage. Entre-temps, bien évidemment, quand tu as 20 ans, il faut trouver la maison, il faut trouver la structure, il faut que les parents ils s'engagent, quoi, c'est normal. Les parents ils s'engagent, ils ont un petit pactole, c'est tous des gens dans la Torah. Et ils envisagent d'acheter un appartement, pas du tout à Bnei Brak, ou à Bnei Brak c'est cher. Il y a un peu dommage. C'est loin de Bnei Brak, des parents de chaque, du Khatan et de la Kala. Finalement, ils trouvent une occasion unique. Un truc de fou, il faut faire des travaux, certes. Il n'y a que 2 chambres au lieu de 3, donc c'est comme il n'y a que 2 chambres à Bnei Brak, il y a tellement d'enfants que les gens ils achètent tout de suite, ils essaient tout de suite d'avoir le max. 2 chambres, c'est vraiment, c'est pour nos amis français. D'accord? Et donc, il, euh, il,
ils veulent sauter sur l'occasion, sauf que la jeune fille, elle visite. Donc le père de la jeune fille lui dit, ça te plaît? Il dit, oui, papa, mais j'ai un problème. Il dit, quoi? Il dit, au-dessus, j'ai une de mes copines du séminaire qui n'arrive pas à se marier. Elle fait des shidduchim, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et le pire, c'est que sa grande sœur, qui est déjà très vieille, qui a déjà 25 ans, d'accord, pour le milieu, c'est très problématique. Elle, elle, elle trouve pas à se marier. Et moi, je vais être là, toute jeune, sortir avec mon mari, le Shabbat, le machin, je vais les croiser dans le truc. Enfin, je sais pas. Le père, il dit, bah, attends, une seconde, c'est l'affaire du siècle. Là, je l'ai directement là, mais dès que ça s'ébruite, c'est fini. Je dis, je sais pas. J'y arrive pas, je sais pas. Le père, il dit, bon, je ne veux pas te forcer, mais viens, on demande à Raphaël Kanievski. Très sadique, Kadosh Lemur. Raphaël Kanievski, quand tu poses une question, il te dit oui, non. À l'époque, après, quand il était âgé, il disait, Brahma, Slakha, il répondait plus. Moi, j'ai 25 ans, je l'ai fréquenté. J'étais déjà allé le voir. Je pense qu'il me reconnaissait parce qu'il me disait souvent des conseils qui me disait, ouais, il m'avait dit de faire la lia d'ailleurs. Je sais pas, il me disait, mais d'avoir l'air Israël. Ah, encore. Ouais, ouais, il me disait ça. Donc, pour l'instant, j'ai expliqué à Rabbanim que je faisais des choses ici quand même. Pas, pas du tout à la part de ça, c'est pas ça qui me retient, c'est plus les choses de communautaire. Mais bon, on va y aller, on va y aller. Il m'a pas donné de date. Et, et il, il, il m'avait dit, et donc lui, ça allait très vite. Ça allait très très vite. D'accord? Surtout, surtout quand tu poses une question technique. Fais comme ci, fais comme ça, tac, tac, tac. Et là, hein, il réfléchit. On lui pose la question, donc est-ce qu'elle doit acheter cet appartement? C'est une affaire, machin, tout ça. Les parents, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est quelque chose qui va prendre de l'argent. C'est pas pour faire un placement. C'est parce que eux, c'est une opportunité à pas louper pour eux. C'est des gens pas riches, c'est des gens qui gagnent rien, qui gagnent très peu. Et donc, ça, c'est vraiment l'occasion. Et il réfléchit comme ça. Il sait pas, il sait pas. Il dit, il faut aller demander à Rav Steinman. Demander à Rav Steinman. Ils vont chez Rav Steinman. Et Rav Steinman, il réfléchit comme ça. Et lui aussi, quand elle est, tu vois, il prenait un peu plus de temps. Il y avait moins de monde ici chez Rav Steinman. Et puis après, il dit, j'ai trouvé la solution. Il dit au père, achète-le. Mais il dit, ta fille, elle n'habite pas dedans. Par ailleurs, ça va coûter cher. Tu leur loues aussi un appartement, tant pis, très petit. Ça te fait deux, deux sorties difficiles. Et dès que les filles du dessus sont mariées, ils déménagent et prennent l'appart. Regardez les doléadors qui vont dire, et je l'ai vu, je vais vous dire une anecdote que j'ai vue de mes propres yeux. C'est une fois, j'avais quelqu'un qui était un ami d'enfance à Roche-Colem, un ami d'enfance de Raphaël Kanivski. Donc moi, je rentrais comme je voulais. Des fois, j'avais même honte, puisque des fois, j'avais rendez-vous. Je me rappelle une fois, j'avais rendez-vous. J'étais à Latania. Et puis, ma femme me dit, viens, on mange. J'ai dit, j'ai rendez-vous à 20h. Si on mange maintenant, il est 18h30, les embouteillages, etc. Je dis, non, j'ai envie de manger tôt. Et après, j'ai envie de manger tôt. Et il y a des restaurants nataniens, etc. J'appelle, je dis, je vais être en retard. Il me dit, c'est pas grave, tu m'appelles, tu viens me chercher. Ouais. Donc, on mange, on prend du temps. Je rappelle, je dis, ouais, par rapport à l'heure que je t'ai dit avant, je vais être encore en retard. Il me dit, pas grave. Donc, j'avais possibilité, grâce à ce Rav-là, Zecher Tzadik Kadosh Levcha, qui est venu Niftar aussi, qui s'appelait Rav Einfeld. Et je pouvais rentrer quand je veux. Vraiment quand je veux. Et donc, un jour, je rentre quand je veux. C'était un moment où je rentre, je suis rentré par une porte derrière que personne ne connaissait. Il y avait une porte d'un autre immeuble. Je rentre par là qui montait directement au toit de. Ils appelaient ça le toit, mais c'était tout en haut de l'appartement de Rav Chaim. Et il rentre.
Il me dit, regarde comment il étudie. Il était là, on le voyait un petit peu de dos avant de rentrer dans la deuxième porte. Il y avait un silence comme ça, il y avait tous ces sphariés, mais je me disais, j'avais très compte de le déranger. Mes enfants, ils étaient petits, ils devaient avoir 7 ou 8 ans, et tout d'un coup, il y a son téléphone portable qui sonne à Ravenfeld. Il fait comme ça, il dit, Ken, ok. Il ferme, il me dit, reste là, regarde le RAF, je descends, je remonte. Ils descendent, ils remontent avec deux gars, c'était deux Américains, pas très vieux, la cinquantaine comme ça, hyper classe. Ils rentrent et il dit, ils ont une question urgente. Et je lui dis, ils vont passer avant toi. Moi, plus je suis là, plus tranquille, il n'y a pas de problème. Je ne me pas fait la queue, j'ai rien. Eux aussi, sauf que comme ça. Et je me mets dans un coin et je vois, ils parlent en yiddish. Donc, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai compris le global, parce que vous allez comprendre pourquoi je pouvais comprendre, mais pas les détails. Mais j'ai vu qu'ils sont rentrés dans les détails. En fait, c'était deux financiers, high level, puisqu'en fait, ils étaient venus euh, quasiment sans autorisation de l'État, mais comme ils étaient très, très, très riches, il m'a dit le nom après, les gens m'ont dit, bah, évidemment, c'est hyper connu aux États-Unis. Et ils sont venus, bon, ils ont atterri avec l'autorisation des autorités israéliennes. On ne s'amuse pas non plus, mais je crois qu'ils avaient, ils s'étaient engagés à repartir, ou l'avion devait repartir, leur avion devait repartir. Ils avaient, moi, je ne sais plus quoi, ils sont venus dans une voiture comme ça, privée, quoi. J'imagine qu'il y en avait plusieurs qui l'accompagnaient. Et ils devaient repartir et repartir. Ils étaient venus pour poser la question après. Et globalement, ils s'étaient fait arnaquer. Et je me rappelle à l'époque, c'était des grosses sommes pour l'époque. De nos jours, on va dire, ah, tant que c'est pas le milliard, c'était des centaines de millions. Ils s'étaient fait arnaquer. Ils avaient la possibilité de reprendre leur argent eux-mêmes en volant. Et donc, le rêve, il est comme ça. Et ils expliquent comme ça. Après, il m'a confirmé, parce qu'il m'a traduit en hébreu après Ravenfeld. Donc, je vous dis ce que j'ai plus ou moins compris au départ et qui après qui m'a été confirmé, c'est qu'en fait, il est rentré dans les détails de leur arnaque pour récupérer l'argent. Et le rêve, il leur posait des questions. Il a posé plein de questions. Et donc, il leur posait des questions techniques, quoi. Mais le flux d'argent, il vient quoi? Et qui c'est qui truc? Les intérêts sont comment? Enfin, je ne sais pas ce qu'il a posé. Mais technique, il m'a confirmé, Ravenfeld, il m'a dit, il est rentré dans les détails, les gars, il les regardait, que je voyais que les gars, ils se regardaient comme ça, les deux. Et malheureusement pour eux, enfin, malheureusement ou heureusement, c'est Hachem qui envoie le bras, il leur a dit, Sheker. Je m'appellerai toujours de ça. Sheker, ça veut dire mensonge. Et j'ai vu les gars, ils sont devenus blancs. Et ils ont argumenté. Et, et le rêve, il a redit, il les a regardés comme ça, pas dur, mais déterminé, shaker. Et là, ils ont voulu argumenter. Je m'appelle Ravenfeld qui était tellement doux, il leur a fait comme ça. Il les a regardés comme ça violemment. Peu importe les millions, il les a regardés genre, avec autorité en tout cas, il fait explique. Il a fait ce geste-là. Et ils sont partis. Enfin, pour montrer que ces gens-là, il a mis quoi? Vraiment, ça a duré 10 minutes. Il posait les questions qu'il fallait. 10 minutes. Et sur l'histoire d'une fille qui ne veut pas blesser, etc., il est là, il réfléchit. Voilà. Un quart d'heure, tout ça. Puis après, il dit, j'arrive pas. Je sais pas. C'est trop difficile. Parce que d'un autre côté, ton père, il saigne. De l'autre côté, il y a ça. De l'autre côté, il y a son cavode. Enfin, allez voir Raphstein. Et donc, l'histoire sur laquelle je voulais finir, c'est ce principe-là. Que un- une personne qui est capable d'avoir cette vision vis-à-vis de l'autre, Pedan Lachavero, faire attention. Ça, on peut aller dans nos limites, on peut pousser nos limites là-dedans. On a tous des problèmes, peut-être dans le business, avec une personne qui n'a pas vraiment fait le contrat, qui t'a pas pris vraiment l'aide. On a tous des problèmes de relationnel, tous. Faut savoir prendre son téléphone, faut dire, tu sais quoi, bon, je t'en veux plus, viens, on s'assoit, on prend un verre, un truc. Faut savoir faire ça, et si tu penses que ça sert à rien, faut le dire dans ton cœur, il m'a eu, je me suis fait arnaquer, capara, c'est le bon Dieu qui a voulu, c'est comme ça que ça se passe. Si ça vient pas de là, ça viendra de là. Et de toute façon, chez lui m'envoie ce qu'il doit m'envoyer. Il faut se mettre dans des situations extrêmes.
C'est ça le principe. Et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu nais, et c'est comme ça qu'on évolue. Qu'Hachem y fasse, qu'on puisse comprendre ça, qu'il faut semer, qu'il faut, s- il y a la difficulté, et jusqu'au bout, jusqu'au cri, ça, c'est pas forcément un cri de douleur, c'est un cri d'effort, un cri d'effort, d'accord? Il faut faire des efforts, tu vois bien le matin quand je viens ici, le Shabbat matin, quand je viens ici à 7 heures du matin, qui pleut, Ouais. les seuls que je vois, les seuls, il n'y a personne. Plus là, il fait noir, il n'y a personne. Plus les vacances, on le dit, ah, t'as l'impression que tu es. Les seuls que je vois, c'est les joggers. Et ils y vont au bout de leur limite. Et j'en vois même en short là actuellement. La semaine dernière, le Shabbat dernier, j'en ai vu en short. Je me dis, mais quel kiff d'être en short, je comprends pas, il faut pas exagérer quand même. Tu veux te faire souffrir à ce point-là? Non, ils se font souffrir, mais ils sont heureux de ça. Ils cassent leurs limites comme Esav, il fait comme les Grecs, ils font dans leur corps, parce que eux, c'est le culte du corps. Et ben nous, on doit casser les limites avec, comment dirais-je, avec un équilibre. Pas se faire souffrir. Comprenez ce que je veux dire? Il faut que ce soit équilibré. Que ce soit dur, mais équilibré. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui casse la personne. Toujours dans l'équilibre. Toujours les marches, c'est une à une, pas 5 à 5. Une à une, et là, je marche, je ne perds pas mon souffle. Mais il faut le faire. Il y a des marches qui seront un peu plus dures que les autres, parce que, voilà, qu'Hachem il fasse qu'on puisse avancer, que ce soit pour le mérite de Olivia Shira Arsa Batléa, ce chirou, il était fait des Nishmata. C'était une jeune femme qui était extraordinaire dans le Ben Adam Lachavero, qu'Hachem il accueille encore plus haut et encore plus haut, et que ce soit aussi la protection des Chayalim, la protection et la libération des otages, et la protection de tous les Juifs n'importe où dans le monde, qu'on puisse se rapprocher d'Hachem dans la joie et la Kedusha, Shabbat Shalom.